Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Panajou. Moi, c'est Deftom, je suis photographe et aussi animateur de ce podcast. Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux et c'est aussi aujourd'hui un site internet, une boutique en ligne sur panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Voilà pour l'intro. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Guilleneuf de chez Sigma France. Bonjour Bertrand. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Ça va, on est au frais à peu près, en cette période chaude, mais tout va bien. C'est vrai que là il fait chaud, là, spécialement chaud. Alors du coup Bertrand, normalement on va parler de Sigma France, on va parler de l'histoire de la marque, on va faire un focus produit sur les récentes sorties, on va parler de plein de choses en vrai et aussi de ton rôle au sein de Sigma France. Eh bien, on va commencer directement dans le vif du sujet avec l'histoire de la marque. Alors, avant de te laisser la parole, je dirais que du coup, la création de Sigma s'est faite en 1960, c'est ça ? 61. 61, d'accord. J'avais deux sources différentes du coup. 61, on a fêté nos 60 ans l'année dernière. Ce qui est énorme. Voilà, tout à fait. Donc, créé par Michihiro Yamaki. Voilà, tout à fait, un ingénieur japonais. Exact. Qui est aujourd'hui repris par son fils, Kazuto Yamaki, depuis le décès de son père en 2012. Tout à fait. Et je dirais qu'en ce qui nous concerne, Sigma France a été créé en 1993. Oui, on va fêter nos 30 ans l'année prochaine, déjà. Déjà, ouais. Tu y es depuis le début ? Alors non, moi je suis arrivé en 2009. 2009, d'accord. Septembre 2009. Très bien. Alors, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de Sigma ? Alors Sigma World, on va dire, Sigma au niveau mondial, donc a été créé en 1961 par donc Michihiro Yamaki, un ingénieur. Il a sorti différents produits comme par exemple le premier produit c'est un doubleur de focale. Ouais. On s'est développé. Michihiro Yamaki est décédé en 2012. Son fils a pris la suite, Katsuto, avec bien sûr une vision entre guillemets plus tournée vers l'avenir, puisque Michihiro était d'une génération argentique. En 2000, on a eu la première révolution numérique avec le passage non plus au film diapo, au film, mais à la carte mémoire, au numérique et au capteur. Et on est actuellement en pleine nouvelle révolution avec les hybrides. Donc Katsuto Yamaki en 2012 a révolutionné un peu aussi l'entreprise parce que la spécificité de Sigma, c'est de n'avoir qu'une usine au Japon. Ouais. On n'a pas délocalisé dans des pays à bas coût. Katsuto est le propriétaire de l'entreprise. On n'a pas d'actionnaire extérieur, de fonds de pension, etc. qui nous demandent. C'est un petit peu les débats aussi aujourd'hui entre l'ultra-capitalisme et le capitalisme à dimension familiale. Donc nous, on est une société à dimension humaine. Ça, c'est quelque chose, quand je me suis renseigné pour ce podcast, je me suis renseigné sur l'histoire de Sigma et j'étais assez bluffé par des déclarations du président. Certains moments des passages difficiles pour la marque où il avait vraiment pris la décision de garder les usines au Japon, de ne pas délocaliser, sauvegarder les emplois des employés de chez Sigma. C'est assez fort ça quand même, surtout dans une industrie là, qui ne touche pas que la photo pour le coup, mais justement on a l'habitude d'entendre des déclarations, on va délocaliser. Alors on s'aperçoit que il était un petit peu, la famille Yamaki était visionnaire puisque aujourd'hui après les épisodes depuis 2-3 ans dans un monde troublé entre autres par le Covid, on s'aperçoit que la non-délocalisation des entreprises, le débat est en France, le débat est en Europe, le débat est un petit peu partout et Katsuto et son père avaient pris la décision ils sont japonais, donc on doit construire au Japon. On va même plus loin puisque 95% de nos fournisseurs sont au Japon, ce qui nous a permis pendant cet épisode de pandémie d'assurer pratiquement le plus régulièrement possible les livraisons de produits, ce qui n'a pas toujours été le cas pour nombre d'acteurs du marché de la photo ou de la vidéo aujourd'hui. Oui, de pire en pire j'ai l'impression même. Alors, on disait que le Covid allait être terminé, mais on s'est aperçu qu'en Chine, Shanghai était encore confiné il y a quelques jours ou quelques semaines. Il y a eu également un événement en Europe avec l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est vrai que ce qu'on pensait un petit peu derrière nous, les pénuries, les problèmes d'approvisionnement, va continuer, je pense, sur l'année 2023. Nous, on a un peu moins de problèmes que les autres
du fait de la conception, du type d'entreprise que l'on a, une entreprise familiale japonaise qui n'a pas délocalisé, donc on contrôle la fabrication en entier. Alors, à la base, c'était surtout fait aussi pour contrôler la qualité des produits, puisqu'on fabrique même les vis, les bouchons, on fabrique tout dans l'usine, ce qui nous permet de contrôler les marges aussi, puisque moins on a de sous-traitants, moins les marges s'accumulent, donc on contrôle nos prix de vente, on contrôle la qualité des produits et on contrôle nos délais d'approvisionnement et de fabrication. C'est aujourd'hui ce qui finalement fait notre force depuis 2 ans et demi. C'est ce que j'allais dire, c'est une recette payante d'autant plus aujourd'hui. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Nous, on est une entreprise, on va dire, de taille moyenne par rapport aux leaders des grandes marques connues dans la photo. Nous, on est à peine 3000 employés dans le monde, mais toute la structure est relativement familiale, à taille humaine, ce qui nous permet d'avoir des relations un petit peu privilégiées, y compris avec le siège au Japon. D'accord. Et vous êtes combien en France ? Alors en France, on est moins d'une quinzaine. Moins d'une quinzaine, oui, c'est pas beaucoup. Mais on a la logistique intégrée, le SAV intégré, ce qui est très rare aujourd'hui, y compris dans des marques distribuées en France. D'accord. Et donc comme tu l'évoquais, donc pratiquement tout, 95% du matériel est fabriqué au Japon, dans les usines japonaises. Alors à peu près tout est fabriqué. Je crois qu'il y a qu'au niveau des chargeurs ou des choses comme ça, il y a quelques produits ou des batteries qui viennent d'un autre endroit. Mais quand je dis tout est fabriqué, c'est tout est fabriqué dans l'usine. Et nos fournisseurs sont dans un rayon de 200 km autour de l'entreprise. Tous au Japon, ce qui évite les ruptures d'approvisionnement quand on est disséminé à travers le monde dans les pays à bas coût. D'accord, très bien. Et donc les verres 100% japonais. Alors les verres, on a 2 verriers. Je ne peux pas citer les noms pour des raisons que vous comprendrez, mais là aussi. Et on arrive dans l'usine à aussi polir nos verres, tailler nos verres. On va jusque-là. On ne reçoit pas des lentilles toutes prêtes. C'est nous qui les travaillons. D'accord, ok, très bien. On va parler un petit peu produit. Alors déjà, d'une manière générale, je voudrais évoquer un sujet avec toi. Je sais que tu as des choses à dire là-dessus. On se posait la question ici à Panajou qu'on pense qu'il y a un changement d'air avec les fabricants d'optiques. Pendant longtemps, les utilisateurs jugeaient la qualité de fabrication en partie au poids de l'objectif. Aujourd'hui, c'est la chasse au poids superflu, notamment avec les hybrides. Quelle est la position de Sigma à ce sujet et quel est ton avis là-dessus ? Alors en fait, ça c'est une question de génération. C'est-à-dire que les jeunes pensent que toujours on a lutté contre le poids, mais depuis 50 ans qu'on a fait des réflexes, que ça soit du temps de l'argentique ou du temps du numérique, les produits pesaient un certain poids parce que c'était du métal, les optiques c'est du verre, c'est du métal également, donc ça pesait son poids. Ouais. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, quand les premiers appareils hybrides sont apparus, avec des marques Challenger dans le monde de la photo, leur argument a été de dire « Ah bah regardez, grâce à l'hybride, on peut faire plus petit et léger ». Et ça, c'était l'argument des 10 dernières années en gros. Mais on s'aperçoit que depuis 2 ans, alors la transition sur l'hybride ça a été accélérée grandement par les événements et par la pandémie Covid, puisque je pense que ce qui était prévu en 5 ans, là en 2 ans, en 2019, il n'y avait pratiquement pas d'hybride à part 1 ou 2 marques. Aujourd'hui, tout le monde est à l'hybride et il n'y a plus de réflexe classique, classique numérique, parce qu'il y avait classique argentique et classique numérique. Et aujourd'hui que toutes les marques sont à l'hybride, on s'aperçoit que les boîtiers ont pris un certain embonpoint. Aujourd'hui, alors en citant par exemple un Z9 Nikon ou un R3 Canon, on est quand même dans des boîtiers d'une certaine taille. Alors ils sont un peu plus légers effectivement parce que mécaniquement il n'y a plus la cage et miroir, on a réussi à alléger. Mais les optiques qui sortent aujourd'hui chez ces marques-là sont loin d'être les plus légères ou les plus compactes. On s'aperçoit quand même que techniquement parlant et optiquement parlant, on peut réduire notoirement la taille et le poids jusqu'au 35 mm, parce que les lois de l'optique font que le fait de ne pas avoir de cage à miroir permet d'avoir des optiques un peu plus compactes là-dessus, mais au-delà du 35-50, on va à peu ou prou être à peu près dans les mêmes tailles qu'avant. D'accord.
Et bon, alors, par contre, les boîtiers que tu as cités, c'est assez rigolo de se dire que c'est quand même des boîtiers experts, très professionnels. Sur les gammes, les entrées de gamme, on va dire entre guillemets, parce que ça coûte quand même assez cher, ils restent quand même sur des boîtiers très légers. Là, je parle des boîtiers en l'occurrence. Hein. Alors, dans les boîtiers aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire qu'il y a encore une gamme très entrée de gamme, puisque, avec justement les problèmes de fabrication, de pandémie, etc., les marques ont surtout sorti des produits haut de gamme, un peu comme dans les voitures. Hein. Si on n'a pas assez de microprocesseurs, on va plutôt privilégier les produits haut de gamme. Et puis, quand un marché, quand il y a une innovation technique, on commence toujours par le haut de gamme et on descend. Là, les gammes, entre guillemets, grand public viennent d'être annoncées, notamment chez Canon avec le R7 et le R10. Ouais. Donc là, ça va évoluer sans doute. Mais pour l'instant, c'est vrai que tout ce qui était entrée de gamme réflexe numérique, pour l'instant a disparu et à moins de 1 500 €, c'est vrai qu'il y a plus grand, ou 2 000 €, il n'y a plus grand chose. Mais ça, je pense que c'est une question de temps. Je pense que d'ici la fin de l'année, par exemple, on va retrouver une construction de gamme produits qu'on avait avant avec des APS-C, avec des plats formats, de l'entrée de gamme, du moyen de gamme et du haut de gamme. Oui, parce que ça, je trouve que il y en a encore sur le marché, c'est pas le problème, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a l'entrée de gamme est un petit peu oubliée ces derniers temps. Alors c'est pas qu'elle est oubliée, mais quand on a des usines délocalisées un petit peu comme les amis qui fabriquent des boîtiers, avec la pandémie, il y a eu des ruptures d'approvisionnement, il y a des pays, il ne faut pas l'oublier, qui n'ont pas de vaccin, qui sont beaucoup plus fermés que nous en Europe. Nous, on a l'impression qu'aujourd'hui tout est terminé, mais en Asie, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, les usines se sont arrêtées pendant la pandémie, et c'est beaucoup plus long de faire redémarrer une usine que de l'arrêter. Et on doit se poser sans doute, les fabricants doivent se poser des questions pour est-ce qu'il faut redémarrer l'usine avec les anciens produits ou des nouveaux produits. Donc je pense que il y a un délai, mais on va dire qu'en 2 ans, la révolution va s'être faite. La transition, ce qui est au final très très rapide. Quand on voit le nombre d'années qu'a tenu l'argentique, le nombre d'années déjà un peu plus restreint qu'a tenu le réflexe numérique, 20 ans, puisque ça a commencé en gros aux années 2000, 98-2000. On est 20 ans plus tard et là, hop, on change encore. Donc, c'est vrai, ça va plus vite. Toujours plus vite. Voilà, tout à fait. Justement, en parlant de boîtier, en 1975, Sigma lance son premier réflexe, le Sigma Mark I. Et aujourd'hui, Sigma fait toujours des boîtiers, construit toujours des boîtiers hybrides. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'objectif de Sigma, justement sur ce marché ultra concurrentiel, et où est-ce que vous en êtes sur la vente de boîtiers ? Alors nous, la famille Yamaki a toujours considéré qu'on était aussi bien un fabricant d'optique qu'un fabricant de boîtiers, que pour être un acteur de la photo, il fallait avoir des boîtiers. Alors ça rejoint un petit peu le sujet d'avant sur la légèreté, puisque en ce moment nos produits, nos 2 boîtiers, le FP et le FPL, sont les plus petits pleins format du marché du monde. Moins de 500 grammes pour le boîtier. Oui, effectivement. Donc on arrive à faire petit quand même, mais avec certaines contraintes. Après, nous on a une diffusion qui est plus confidentielle que des marques de boîtiers, que les 3 autres ou 4 autres leaders de marques. Mais nous, le but, c'est pas de faire de la quantité, c'est de démontrer notre savoir-faire. Et puis, on est dans une approche non pas commerciale, mais d'offrir aux photographes la possibilité d'avoir un boîtier qui n'existe pas ailleurs. On ne va pas faire la même chose que ce que font les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un boîtier qui est réputé en vidéo, qui est très compact, donc qui plaît à... on en parlera peut-être tout à l'heure, mais depuis le confinement, on a une chaîne YouTube et on fait des contenus, des directs régulièrement, et il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours, 3 semaines, lors de la sortie du 16-28, on a eu un photographe qui fait de la photographie d'escalade. Lui, il est bien content d'avoir un tout petit boîtier et des tout petites optiques. Effectivement. Voilà. D'accord. Et j'imagine aussi que ça vous permet de contrôler toute la chaîne de production finalement, de boîtiers, objectifs, la communication entre les deux. Alors voilà, tout à fait, ça permet de proposer un système complet. Alors avec là aussi un changement qui est intervenu il y a 2-3 ans, puisque tous les boîtiers numériques que l'on faisait, on avait notre propre capteur, le capteur Foveon, qui avait certaines très belles qualités. On était au maximum en APS-C ou APS-C H, c'est-à-dire une taille intermédiaire entre l'APS-C et le plein format. Foveon est une marque qui appartient à Sigma. On développe
éventuellement, on fait des recherches pour avoir un capteur plein format Foveon, mais la conception même du capteur, qui est un capteur avec du silicium sur plusieurs couches, qui permet d'avoir chaque pixel les 3 couleurs RGB, ce qui n'est pas le cas d'un capteur Bayer CMOS aujourd'hui que l'on connaît. Par contre, il faut faire de la recherche technologique. Aujourd'hui, on est en plein dedans, ce qui fait qu'on a sorti les boîtiers FP hybrides avec du capteur classique Bayer, les mêmes qui équipent des marques comme Sony ou Nikon. Donc il y a de l'avenir, il y a des nouveaux boîtiers qui arriveront avec de nouveaux capteurs. Alors l'avenir nous le dira, mais il y a des recherches. Je sais que la communication qui avait été faite il y a un an, c'était de dire qu'on avait suivi une voie qui ne s'est pas avérée payante pour le développement du capteur plein format Foveon. Et on est reparti sur une autre voie qui là a l'air prometteuse, donc tous les espoirs nous sont permis. D'accord. Okay, et les fovéonistes attendent avec impatience ce futur boîtier plein format. J'imagine. D'accord, très bien, merci. Eh bien écoute, on va aussi évoquer un sujet, moi qui m'a intéressé, parce que j'ai vu ça en faisant mes recherches, toujours sur Sigma. En 2017, Sigma lance des optiques cinéma. Alors ça m'intéresse, parce que je suis passionné de cinéma. Et donc du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces nouvelles optiques cinéma ? Alors les optiques cinéma sont chez nous dans une commercialisation un peu différente. Donc moi-même, en tant que commercial Sigma en France, je ne m'en occupe pas. C'est directement géré par notre directeur général Foucault Prové. Mais là aussi, on a fait ce qu'on a fait dans l'optique, c'est-à-dire on a sorti, parce que la philosophie, au fait, moi je ne l'ai pas dit, mais la philosophie de base chez Sigma, c'est de dire proposons les meilleurs produits possibles au plus grand nombre. Donc rapport qualité-prix en général imbattable. Et dans le cinéma, on a fait pareil. Aujourd'hui, c'était dominé par 2-3 marques. Mais c'était, alors là, dans le cinéma, c'est d'autres budgets que dans la photo. Oui. Quand on fait un film à plusieurs centaines de millions de budget, le matériel cinéma, même s'il est cher, impacte peu. Donc nous, on a sorti des optiques très performantes, très qualitatives, avec un rendu particulier, parce que c'est ça aussi que recherchent ceux qui font les directeurs photo ou les directeurs cinéma recherchent souvent un certain rendu. C'est pas forcément la qualité pure optique, mais une ambiance. Et on a fait une très belle percée. On a déjà été utilisé dans différents films. Et là, par exemple, cette année, Top Gun, tout le monde connaît, le numéro 2. Énorme succès. Et voilà, et bien, il a été filmé quasiment avec toutes nos optiques High Speed Prime. Je crois qu'il n'y a que les vues cockpit qui ne sont pas faits en Sigma, mais tout le reste est fait en Sigma. Donc, c'est une reconnaissance aussi de la qualité de nos optiques. Et puis, on a un film qui a été récompensé à Cannes dans la sélection Un certain regard avec les pires de Lisa Coca et Roman Guéret, avec un directeur de la photo qui est Éric Dumont. Donc voilà, on s'aperçoit que nos optiques plaisent aussi, comme dans la photo. Donc c'est aussi un bon point. C'est très encourageant, oui, parce que faut le rappeler, c'est 2017 la lancée des optiques. Oui, tout à fait. Donc alors l'avantage aussi d'être une entreprise à taille humaine, c'est qu'on arrive à répondre aussi, entre guillemets, à des demandes précises de directeurs photo qui veulent tel rendu d'image, et on arrive à leur proposer des optiques avec le rendu qu'ils veulent. Bon, alors ça, c'est des techniques, des secrets industriels qu'on ne peut pas dévoiler, mais qui vont permettre d'avoir le rendu que veut le directeur de la photo. D'accord. Tu sais si c'est des optiques anamorphiques ou circulaires ou les deux, je sais pas. Non, c'est pas anamorphique. Alors elles sont pas toutes anamorphiques, mais comme voilà, là, on arrive à mes limites de connaissances dans le cinéma. Alors si je l'ai su, mais je vais te dire une bêtise. Donc bon, d'accord, je me tais. Moi, je te demande parce que justement, j'avais pas vu ce détail-là. Non. Ok, très bien. Mais écoute, on va passer à la suite et on va du coup passer au sujet en ce qui te concerne. Ton rôle au sein de Sigma France, comment est-il défini ? Alors moi, c'est simple, je suis commercial, responsable du secteur Grand Ouest. Pour géographiquement parlant, ça va de la Seine, c'est-à-dire le 76 jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, en Daille. Sacré Grand Ouest. Et quand on prend vers l'Est, je prends jusqu'à l'Ariège, Albi, Limoges, et je remonte jusqu'à Orléans, et je voisine la région parisienne avec l'heure, voilà. Et on arrive au 27. Voilà, donc ça fait un bel ensemble, une
petite moitié ouest, une grande moitié ouest de la France. Une grande moitié ouest. Ouais. Et donc on est 2 commerciaux. Damien qui lui a l'autre partie Grand Est. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était 3 commerciaux, puisqu'il y avait Foucault Provet qui s'occupait aussi de Paris et du Nord, puisque on ne l'a pas cité, mais Sigma est basé à Lille. D'accord. Là aussi, ça a été les Japonais, non pas quand on a créé la filiale française en 93, nous ont pas obligés d'être dans Paris, par exemple. Avec le TGV, Lille est à 1 heure de Paris, donc c'était très bien. Mais voilà, c'est avec ces petits détails-là qu'on voit que la société est à taille humaine. Oui. Donc on était 3, et Foucault Provet, lui, a pris la direction de l'entreprise, de la filiale française le 1er juillet 2020, en pleine pandémie. Et donc pour l'instant, on est 2 commerciaux, peut-être serons nous 3 dans les temps à venir, mais bon, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est compliqué de faire des plans. Ouais. La conjoncture est un petit peu compliquée pour Foucault Provet. J'imagine, oui. Donc du coup, ça fait une sacrée zone. Du coup, tu dois être très souvent sur les routes. Alors en fait, on est sur les routes toute la semaine, comme le dit la chanson, toute la sainte journée. Alors il faut aussi voir. Alors moi, je suis dans la photo, je suis commercial dans le milieu de la photo depuis 98. Puisque j'ai commencé dans une société qui s'appelait AMA, qui était plus de l'accessoire, de la connectique, etc. Après, en 2004, j'ai été chez le JCN Love Pro, donc la marque de sac bien connue, et je suis passé chez Sigma en 2009. Et dans le matériel, c'est un petit peu différent que l'accessoire. Tous les magasins photo déjà ne vendent pas forcément du matériel photo. Il y a beaucoup de alors sans être péjoratif, mais de petits magasins qui font de la prise de vue, qui font des mariages, qui font de l'identité, qui font de l'accessoire, mais qui ont un rayon matériel plutôt restreint. Donc ça fait un peu moins de clients à voir. Et puis la photo, même si elle se porte bien depuis 2 ans, il y a quand même eu aussi un écrémage. On le voit ici à Bordeaux. Il y a un gros magasin à Panajou. Bon, il y en a un autre en rive au nord, mais qui est un petit magasin. Et dans le sud-ouest, entre Bordeaux et Bayonne ou Pau, il n'y a pas grand monde. C'est le désert, oui. Donc on fait de la route, mais il y a beaucoup moins de clients qu'avant. En plus, les clients sont, comme ici par exemple chez Panajou, ils appartiennent au réseau Camara, donc qui a une centrale d'achat que nous on livre. Et donc avec la pandémie, les gens ont aussi pris l'habitude de commander tous les jours sur leur centrale. Donc notre rôle a évolué d'un rôle pur de prise de commande, comme c'était valable il y a encore quelques années. On est de plus en plus à un rôle de liant entre les photographes, les utilisateurs qui sont les clients des magasins, le magasin et le siège, notre SAV, puisqu'on on est les seuls pratiquement en France à avoir notre SAV intégré avec 2 techniciens et un responsable et une secrétaire. Donc on a 4 personnes pour le SAV. Donc il faut régler des fois, vous savez, le photographe arrive en disant mon optique est cassée, mais je ne l'ai pas fait tomber. Ouais. Bon voilà, il y a toujours ces petits problèmes-là qu'il faut. Donc on fait du relationnel, et puis on participe aussi de plus en plus à des opérations porte ouverte. Alors anciennement porte ouverte, mais par exemple au mois de mai avec l'équipe Panajou ici, on a été pendant 2 jours au Teche, à la réserve ornithologique du Teche, pour proposer en test les produits Sigma. Je crois qu'il y a eu 120 photographes sur 2 jours qui sont venus tester le matériel. Ah oui, quand même. Donc là, on était présents avec nos amis Canon, Nikon et Sony, qui sont aujourd'hui, voilà, on est les 4 ou 5 marques. On peut rajouter Fuji. Voilà, on a les 5 grosses marques aujourd'hui présentes dans l'univers de la photo. D'accord. Et alors j'imagine aussi qu'il y a eu une adaptation avec tout ce qui est réseaux sociaux, communication en ligne. Alors ça a été un gros changement, ce qui me permet peut-être aujourd'hui d'être un peu plus à l'aise dans ce podcast, puisque on a l'honneur Sigma d'inaugurer le podcast des marques, puisqu'on est la première marque à venir ici parler du métier chez Panajou.
Nous, dès mars 2020, juste au moment du premier confinement qui a un peu sidéré et bloqué la France, tout de suite, notre directeur, donc Foucault Provet, a tout de suite réfléchi et nous a demandé de mettre en place des directs. Grâce à YouTube, grâce à Facebook, grâce aux ordinateurs. On a, avec Damien, on a tout de suite fait des directs où on a parlé du matériel, parlé de Sigma. Et aujourd'hui, en 2 ans, on a plus de 100 contenus sur la chaîne YouTube Sigma. On fait des directs réguliers tous les derniers jours du mois en général pour faire un direct qui s'appelle Vos photos à la une, où on met en gros 25 photos d'utilisateurs Sigma qui ont été postés sur le groupe utilisateur Sigma Facebook. On fait une sélection et on commente les photos. Bon, bien sûr, ça nous permet de parler du matériel, mais ça met aussi en avant le photographe lambda, familial ou cool. autre, ou animalier, voilà. Ouais. Donc ça, c'est un rendez-vous régulier, plus des rendez-vous. Autre rendez-vous, c'est quand il y a une nouveauté. Il y a 15 jours maintenant. Le 1er juin, on a fait une émission sur la sortie du 1628, qui est le dernier produit Sigma dont on parlera peut-être un peu plus tard. Après, ouais. Et puis on fait également maintenant des rencontres avec des photographes. C'est une rubrique qui s'appelle Avec mon Sigma. Et donc on interroge des utilisateurs, des photographes utilisateurs Sigma. Donc voilà, on a ça. On a des participations à des événements comme le TECH ou comme le meeting aérien de Cognac il y a fin mai également. Et on va être présent. Alors là, c'est mon collègue Damien, puisque c'est sur son secteur Arles. On va être présent une semaine avec 2 photographes. Une exposition au Festival d'Arles. D'accord. Voilà. Alors, c'est, du coup, de ce que je comprends, c'est quand même la crise mondiale qui vous a poussé vers ça, et maintenant, du coup, vous êtes à 100% là-dessus. Alors, enfin, 100%, j'exagère, mais je veux dire, c'est quelque chose qui serait peut-être pas arrivé sinon. Peut-être pas, effectivement, mais on s'est aperçu que tout le monde a une forte résilience quand il y a une crise. On l'a vu avec les magasins qui, le premier confinement, ont pratiquement fermé, baissé le rideau et puis pas eu d'activité, sauf certains, ici, Panajou, ils se sont tout de suite mis au click and collect, avec des réseaux... avec les commandes soit par téléphone, ils ouvraient le rideau, ils livraient le produit, voilà. Donc on s'aperçoit qu'on s'est tous adaptés, et nous on a été la première marque, et on est aujourd'hui la marque qui avons le plus de contenu et qui continuons à faire ces contenus. Alors c'est là aussi qu'on voit qu'on est une société à taille humaine, puisque c'est nous les commerciaux qui faisons ça. On n'a pas c'est nous qui faisons la technique. On a fait l'année dernière à la place, comme il n'y avait pas eu de salon photo France en 2020 et 2021. En 2021, on a fait le salon Sigma. On a fait 2 jours où pendant 2 jours, on a reçu des photographes dans un studio qu'on a créé, qu'on a monté dans le siège au siège à Lille, et on a fait 2 jours avec 3 émissions par jour. Donc voilà, ça on ne l'aurait pas fait avant. On continue, alors un petit peu plus allégé, puisque faut aussi qu'on aille sur la route et oui, etc. Mais voilà, on est multitâche, ce qui change beaucoup par rapport à avec nos confrères de marques boîtiers par exemple, qui eux sont plus commerciales, quoi. Oui. Voilà. Et j'imagine aussi que les décisions doivent être plus longues à arriver, parce que ça doit faire un chemin avec la hiérarchie peut-être un peu plus grand. Enfin, je sais pas, là je suppute. Alors nous, c'est simple, on n'a pas de responsable de secteur. On est notre responsable de secteur avec une certaine latitude sur notre secteur, et on est relié directement au directeur général. On n'a pas de directeur régional, on n'a pas de directeur commercial. Et Foucault Provet, donc le directeur, lui est relié également en direct avec le Japon. On a un interlocuteur précis qui va s'occuper de la France et de quelques autres pays, mais il a aussi au téléphone ou en visio ou très régulièrement Katsuto Yamaki, qui d'ailleurs va venir en France pour la semaine de Arles. Donc voilà. Justement, alors ça tombe très bien que tu en parles, parce que justement je voulais évoquer le sujet, la communication avec le Japon, comment ça se passe. Tu as à peu près répondu à la question. Alors avec des petites précisions aussi, c'est que donc Katsuto, vous voyez, on appelle notre patron, notre propriétaire d'entreprise, on l'appelle par son prénom, Katsuto,
Katsuto-san, parce que quand il vient, il est vraiment... on discute avec lui comme je discute avec toi. Bon, il n'y a que la barrière de la langue, mais autrement, je veux dire, il est très abordable, très disponible. Il met vraiment en avant, comme il l'appelle, toutes les petites fourmis de l'entreprise. C'est nous qui travaillons. Lui, il nous met à disposition les moyens pour. Voilà. Donc, c'est vraiment une très belle philosophie d'entreprise. Et tout ça pour dire qu'on arrivait à la communication par rapport au Japon. Oui. Par contre, les Japonais ont des principes fermes. Quand il y a un nouveau produit, par exemple, on le sait le jour de la sortie, pratiquement. Ah oui. Parce que dans le temps, il y a eu une fuite un jour. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Donc voilà, on essaye d'être vraiment... Il y a une date de sortie. Par exemple, le 1628, qui est le dernier produit qu'on a annoncé. Alors là, on parlait de compacité tout à l'heure. On a une gamme qui s'appelle la gamme Contemporary chez Sigma, qui est produit compact, polyvalent, abordable en prix. Et bien là, c'est un produit, un 1628, qui fait moins de 500 grammes, 450 grammes, 10 cm de hauteur, donc il a été annoncé le 1er juin, donc on a fait une émission le 1er juin, et sa date de commercialisation, c'est le 17 juin, donc dans 2 jours. Oui. Tout à l'heure, David du magasin Panajou qui nous accueille aujourd'hui, me demandait alors tu amènes le 16-28 ? Non, je ne l'ai pas, je ne l'aurai qu'à partir du 17. T'as quand même pu l'avoir Non, parce que les quelques exemplaires qu'on a, maintenant, alors c'est là, on revient aux réseaux sociaux, les quelques pré-exemplaires qu'on a, on les confie à des photographes qui vont faire des tests avant la sortie qui permettent d'avoir des images et des contenus quand on annonce officiellement le produit. Pour le 16-28, c'est 2 photographes lyonnais, un en escalade qui a fait des photos d'escalade, et puis notre ami Tony Noël qui lui a fait des photos sur alors c'était les Nuits sonores de Lyon. Oui. Et on a fait un direct à cette occasion-là. D'accord. D'ailleurs, ça m'y fait penser une autre question, mais il y a des ambassadeurs chez Sigma ou pas vraiment ? Alors nous, c'est pas des ambassadeurs. Là aussi, on est atypique. Il n'y a pas de relation d'argent entre des photographes. En fait, alors on a chez nous Renaud Coelho qui est entre guillemets directeur artistique dans la société, qui s'occupe surtout qui s'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, mais qui s'occupe aussi des événements comme Arles, des relations avec les photographes. Et en fait, bien souvent, il est contacté par un photographe ou un vidéaste qui travaille avec du Sigma, qui lui fait voir son travail, ça lui plaît pas. Si ça lui plaît, et que le dialogue se met en marche, et quand il y a un nouveau produit ou quand il y a un produit, on lui propose de le tester. Est-ce que oui, tu testes, voilà. C'est vraiment nous toujours dans un esprit famille. Il n'y a pas de relation d'argent, c'est des passionnés. On a lancé en 2012 quand Katsuto a refondé la gamme Sigma avec la gamme Art, la gamme Sport et la gamme Contemporary, puisque fabriquant tout au Japon, on ne pouvait plus faire d'entrée de gamme. On a lancé le concept de la génération 1.4, c'était toutes les optiques fixes en 1.4. Et on aide beaucoup de jeunes photographes. Voilà. C'est un peu notre marque de fabrique. On est une marque qui donne sa chance aux photographes, aux jeunes photographes qui débutent. Et Tony Noël en est un exemple. Il a démarré et aujourd'hui, il est ambassadeur Leica, par exemple, qui est dans le même univers que Sigma grâce à la monture L, la L-mount, qui est une... avec laquelle je travaille d'ailleurs. Voilà, une alliance entre Leica, Panasonic et Sigma pour avoir la même monture, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer des optiques monture L, et nos boîtiers sont en monture L-mount. Et ça, c'est très bien. Très, très pratique ce monture L. D'accord. Mais justement, à moins que tu aies un peu tout dit sur le 16-28, donc ce nouvel objectif qui sort alors le 17 dans 2 jours, à date de l'enregistrement de ce podcast. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur ce nouveau produit ? Alors c'est un produit qui est le petit frère du 28-70 de 8 qui est sorti il y a une année à peu près. Et qui est dans la gamme Contemporary, donc c'est des produits compacts, légers, abordables en prix pour des photographes qui ne sont pas des experts, on va dire, des photographes familiaux, le photographe de voyage, vous savez, celui qui a besoin d'un produit justement, comme on en revient au début, compact, léger, oui. Pour être discret quand il va faire des voyages. Donc on avait le 28-70
2.8. Et donc là, on sort le petit frère, le 16-28, qui vont vous permettre d'avoir une doublette de 10 cm de hauteur, 2 optiques de 10 cm, de moins de 500 grammes. Donc dans un petit sac pour voyager, ça va être l'idéal. La gamme Contemporary complète la gamme Art, puisqu'on a aussi dans la gamme Art un 14-24 2.8 que j'ai déjà essayé. Voilà. Et un 24-70 2.8 qui sont un peu plus gros, qui sont très qualitatifs, qui sont aussi un peu plus chers, et là qui s'adressent à des photographes plus experts. Donc voilà, nous on essaye d'offrir des produits qualitatifs, c'est pour ça qu'on est à 16 et pas à 14, c'est pour ça qu'on est à 28, pas à 24. Mais bon, moi qui suis un photographe lambda, on va dire, moi c'est des produits avec lesquels je vais pouvoir faire de la photo parce que c'est de la photo de famille ou de la photo de vacances quand on fait une réunion de famille. Voilà, c'est facile d'utilisation, c'est léger, ça prend pas de place. C'est également plus abordable puisque le 16-28 va être vendu 899 €. D'accord. Donc c'est un prix correct par rapport aux 1200 € d'un 14-24 2.8. Voilà. Oui. Tout à fait, d'accord. Et les tests, vous pouvez déjà les regarder, ils sont sur notre chaîne YouTube entre autres, ou chez les chaînes de quelques youtubeurs qui l'ont testé. Voilà. J'imagine, d'accord. Ok, super. Donc en monture L et Sony. Alors, aujourd'hui, effectivement, on a 2 montures plus une. Il y a une nouvelle, la X, la Fuji, qui est sortie. Justement, je voulais en parler. Qui est sortie il y a un peu plus d'un mois. Alors, en fait, nous sommes un fabricant, entre autres, d'optiques, et on a ou pas l'autorisation des marques d'utiliser leur monture, de prendre leur monture pour fabriquer des optiques, ce qui était avec Canon la monture EOS, avec Nikon aussi, du temps des réflexes argentiques ou numériques. Là, la révolution de l'hybride est quand même, même si le photographe ne le perçoit pas forcément, mais est plus importante que la révolution du passage de l'argentique au numérique. L'argentique au numérique, c'était juste entre guillemets, un changement de support. On passait d'un film à une carte mémoire, mais la conception même du réflexe, c'était un réflexe avec une cage à miroir, un prisme, on voyait à travers l'optique. Là, on est dans une conception technique différente puisqu'on a supprimé le miroir, supprimé la cage à miroir et la visée se fait directement par l'optique sur le capteur et du coup dans le viseur on n'a non plus l'image que l'on va voir mais l'image que l'on prend. C'est une vision, c'est un écran dans le viseur, ce n'est pas juste une vitre entre guillemets et c'est ce qui au début a beaucoup perturbé les photographes. Oui. C'est ce que je dis souvent. Vous avez une télé, vous avez une fenêtre, regardez le même paysage à travers la fenêtre ou à travers la télé, c'est pas tout à fait la même. Ça perturbe un petit peu plus au départ. Et donc, le premier qui est arrivé, je crois, c'est Sony, qui en plus était nouveau dans la photo, même s'ils avaient racheté la bague Minolta, la monture Minolta, était nouveau. Et quand ils ont démarré les hybrides il y a presque 10 ans maintenant, je pense, ils ont ouvert leur monture, c'est-à-dire que les codes et les process de fabrication étaient accessibles à toutes les marques. Ils ont joué de suite l'ouverture. Voilà, ils ont joué l'optique parce qu'eux n'avaient aucun historique. Ils n'avaient pas de parc de Nikonistes ou de Canonistes ou de Fugistes. Ils étaient nouveaux Donc là, ils ont ouvert. Nous, on a tout de suite sorti des montures des montures FE. Alors FE ou E. Nous, on dit FE pour plat format, E pour les APS-C, mais en fait, c'est une seule monture. C'est la monture E. Ils ont été suivis, il y a Olympus aussi, ils font du micro 4 tiers, donc nous on est dans l'alliance micro 4 tiers également, on a quelques optiques pour le micro 4 tiers qui était Panasonic et Olympus. Oui. Fuji, en début 2020, a annoncé l'ouverture de sa monture. Donc, on vient de sortir, il y a un mois, 3 optiques Fuji, un 16-1.4, un 30-1.4, un 56-1.4, qui ont vraiment un très bon démarrage. Voilà, c'est ce que je voulais évoquer, justement, c'est même un succès. Ah oui, moi j'ai même été surpris. Je pensais que Fuji étant un monde quand même dans la photo un petit peu à part. Je veux dire, c'est un petit peu comme Leica, ils ont leur univers, les Fujis sont... et donc, ils avaient déjà une gamme d'optiques assez développée, mais là aussi on a sorti des optiques qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire plus simples, il n'y a pas la bague de diaphragme, un peu plus légère aussi, très qualitative et
très bon rapport qualité-prix. Donc ce qui permet aussi à des gens qui hésitaient de venir chez Fuji de dire tiens, je vais quand même acheter un boîtier Fuji, je vais prendre une optique Sigma au départ, et puis voilà, parce que nos optiques on peut avoir 2 optiques Sigma pour le prix d'une Fuji pratiquement. Donc voilà, ça fait, nous c'est un peu ça aussi, on essaye toujours d'avoir des prix intéressants. Donc aujourd'hui on a ces 3 montures, la L puisqu'on est dedans. L'accélération due à la pandémie fait que tous les fabricants aujourd'hui n'ont plus pratiquement que des hybrides, quand on parle de Canon, Nikon. Les dernières vont être arrivées. Voilà, avec les R et les Z. Et aujourd'hui, à ce jour, ils ne nous ont pas donné l'autorisation d'avoir des optiques. Alors les optiques ancienne génération, c'est-à-dire Canon EOS ou Nikon, nos optiques réflexes vont très bien sur les nouveaux boîtiers grâce aux bacs d'adaptation qui sont vendus par les marques. Donc ça, on n'a aucun souci. On l'a encore vérifié au TECH ou lors du meeting aérien. Notre 500 marche vraiment très très bien, aussi bien sur un Z qu'un R. Donc là, les gens peuvent aussi acheter ça. Continuer d'acheter ces optiques ou utiliser leurs anciennes optiques Sigma en achetant un nouveau boîtier. Alors, il est évident que moi, sur le terrain, j'attends les optiques R et Z le plus rapidement possible. Oui. Par contre, ça ne dépend pas de Sigma, ça dépend beaucoup des marques qui vont nous autoriser ou pas à utiliser leur monture. Et tu sais même pas, t'as même pas un ordre d'idée, se dire à partir de l'année prochaine ça va être bon. Non, non, aujourd'hui, alors moi, en tant que commercial terrain, en ayant la demande des magasins et la demande des photographes, j'aimerais que ça soit demain. Mais ce sera peut-être 2023, 2024 ou peut-être jamais, je ne sais pas. Alors je connais jamais, pas. Tu penses ? Je pense pas, mais je connais pas exactement les obligations en termes de brevets. On entend beaucoup de choses. Il y en a qui disent que c'est 3 ans, 5 ans, ou qu'ils peuvent autoriser telle chose ou pas telle chose. Ça, on entend plein de bruit aujourd'hui, mais la seule chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'optique pour ces boîtiers-là, si ce n'est nos optiques réflexes qui vont très bien dessus. Mais nous, on est prêts, on attend. Moi, je suis prêt demain à vendre, mais ça dépend pas de moi, ni de Sigma France, ça dépend du Japon et des négociations entre Sigma et Canon et Nikon. D'accord, ok. En tout cas, c'est hyper encourageant pour Sigma parce qu'il y a plus d'ouverture, plus de montures que jamais. Aujourd'hui, on a encore la chance de produire des optiques pour réflexe, ce qui n'est pas forcément le cas des marques dont on vient de parler. Donc nous, on continue de vendre. Ce matin encore, avant l'émission, j'ai eu une commande d'un 14-24 Canon qui va aller sur un hybride. Donc on a aussi cette vente-là. On continue pour l'instant à livrer, à fabriquer. On a un petit souci de délai de livraison, non pas dû à des problèmes de fabrication, mais plus à des problèmes d'afflux de commandes, c'est-à-dire comme on est les derniers à faire des produits réflexes, on a toujours un trend important de commandes qui fait qu'on a toujours un portefeuille de reliquats, même si on est livré 2 fois par mois pratiquement, il y a toujours un volume de commandes plus important, donc on va pas s'en plaindre, faut mieux avoir plus de commandes que trop de produits. Donc de ce côté-là, en plus, si tout va bien, l'été devrait permettre de réguler un petit peu tout ça. On vend toujours du Sony, très bien. Le L, c'est plus un petit peu moins quantitatif parce que Leica est particulier dans son univers, Panasonic est également un peu particulier dans son univers photo, est beaucoup plus dans la vidéo que jusqu'à présent était beaucoup plus dans la vidéo que dans la photo. Nous Sigma avec nos boîtiers on en vend, mais c'est sûr qu'on n'est pas dans des volumes tels que Canon ou Nikon. Et on attend, tous les espoirs nous sont permis pour du R et du Z, et je pense que beaucoup de clients aujourd'hui l'attendent aussi, soit parce que ça leur permettrait d'acheter un boîtier de la gamme au-dessus, puisque nos optiques seraient, si la logique est respectée, seront moins chères que les optiques des marques, ou alors d'acheter un boîtier avec plus d'optiques Sigma, par exemple. Tout à fait. D'accord, ok. On approche de la fin de ce podcast. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'avenir de Sigma, si c'est possible même? Est-ce qu'on attend des produits particuliers? Est-ce que tu peux en parler? Alors, moi je peux en parler sans aucun problème puisque je ne sais rien. Pour moi c'est simple. Donc c'est l'avantage chez Sigma, c'est qu'on n'est pas dans les confidences. C'est les Japonais qui savent. Je ne sais même pas si ma direction sait exactement la roadmap. Ce qu'on sait, c'est qu'on continue de produire du réflexe. On produit des optiques réflexes Canon, Nikon.
On produit des optiques pour hybride Sony et pour L et pour Fuji. On a déjà beaucoup à faire avec ça. Je pense qu'au Japon, dans les bureaux d'études et au niveau du siège, ça négocie et ça prépare les éventuels accords pour avoir du R, du Z, mais je n'ai ni date ni prévision. L'avenir de Sigma, déjà, c'est de continuer à faire ce que l'on fait en France, notamment être présent sur le terrain avec des commerciaux qui tournent, être présent dans des animations ou dans des podcasts comme aujourd'hui, puisque c'est une grande première, y compris pour moi et pour Sigma. C'est la première fois qu'on est invité par un magasin. Peut-être même que vous êtes le premier magasin à faire des podcasts, je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais je crois que ça a commencé par Panajou. Panajou est toujours en pointe au niveau des idées commerciales. Donc, ça marche, c'est un magasin qui marche très bien, y compris en Sigma. Donc c'est d'être à Arles début juillet pour présenter 2 photographes, une expo avec 2 photographes. C'est le salon de la photo, d'être présent au salon de la photo qui n'a pas eu lieu depuis 2019 pour cause de pandémie et qui se déroulera du 6 au 9 octobre à la Halle de la Villette. Un changement de lieu, changement de date. Et puis d'être présent et de répondre aux différentes sollicitations des magasins lorsqu'ils font des événements. Alors il y a des fois on dit oui parce qu'on peut, il y a des fois on dit non parce que la période n'est pas bonne ou on a trop de choses à faire, mais voilà. D'accord, très bien. Donc, et alors du coup, pour conclure ce podcast, en tout cas, on peut retrouver donc le site de Sigma, évidemment. Je pense que c'est assez simple de retrouver Sigma sur les réseaux sociaux. Il faut soit pianoter Sigma Photo pour aller sur le site. On a un site, on a un blog, il y a plein de choses, plein de contenus. Qui centralise tout, j'imagine. Voilà, et puis qui présente des photographes, présente le travail de photographe, puisque Renault s'attache beaucoup aussi à promouvoir la qualité des jeunes photographes. On a également, bien sûr, le groupe utilisateur Sigma sur Facebook qui a pratiquement 12 000 membres, okay. 12 000 membres, qui permet aux photographes lambda, à tout le monde, de poster une photo. Il y a des échanges, c'est une communauté, entre guillemets, un grand club photo où les gens échangent. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ma photo ? Ça permet à des gens qui n'oseraient pas présenter leur photo en exposition, déjà de le mettre là. Après, avec un peu de chance, ils sont sélectionnés lors de nos coups de cœur. Et puis, ça leur donne confiance, ça permet de promouvoir. On a la chaîne YouTube, donc là c'est @Sigma France, tout attaché sur les Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Et là, on a du contenu, aussi bien les contenus que l'on fait nous, alors comme je dis souvent, Dr Sion et Big G, c'est nous les 2 commerciaux youtubeurs. Donc, on a fait presque une centaine de contenus, donc ça, vous pouvez les retrouver, ça permet aux gens de se renseigner. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux classiques, Twitter, etc. Parfait, vous êtes partout. Voilà, on est partout, on va même être sur les podcasts de Panajou, donc c'est super. Et merci pour ça. Voilà. Eh bien, écoute, c'est terminé, on a terminé à évoquer tout le sujet. Merci Bertrand d'avoir accepté cette invitation. Et pour les auditeurs de ce podcast, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode du podcast. Et en attendant, portez-vous bien. Ciao. Au revoir à tous.